Christophe Jameau, merci d'avoir accepté cette petite interview. Un grand plaisir, j'ai beaucoup entendu parler de toi dans toute la Bretagne. Ah oui, il paraît que les histoires vont très très vite. Ah bah, les légendes en Bretagne, c'est ce qui fait son charme. Commentateur depuis 1992, tu me dis si je me trompe. On peut dire ça, ouais. J'ai eu une période de presse écrite et radio. Tout à fait, ouais. Presse écrite, j'étais plus sur du descriptif pour une agence de presse, et ensuite je faisais plutôt du magazine hebdomadaire. Un peu de radio, mais c'était plus des flashs, des infos. Okay. J'avais fait un peu de commentaires live sur du tennis à Monte-Carlo et à Nice, du temps où il y avait encore le tournoi de Nice. Okay. Une demi-finale de Coupe d'Europe aussi pour la radio, Radio France Côte d'Azur, avec l'AS Monaco. Et puis après, oui, 92, j'ai eu la chance de changer de métier, parce que j'étais journaliste d'agence, donc c'était la rigueur, le côté presque laconique d'une information ou même d'un match, quelque chose de très basique pour que les journaux de la presse quotidienne régionale récupèrent les célèbres dépêches d'agence, qui ont un peu disparu. Toi, tu n'as pas pu connaître ça aujourd'hui. Un tweet ou un snap, ça peut avoir valeur d'information, alors qu'avant, il fallait vraiment attendre une dépêche d'agence. Et quand j'ai découvert la télé, j'ai découvert un autre métier, avec le célèbre Charles Bietri, qui a créé le service des sports de Canal+ au milieu des années 80. Okay. C'est lui qui est venu me chercher pour travailler à TV Sport, qui est devenu Eurosport rapidement. Et j'ai découvert le métier de commentateur à ce moment-là. Ok. Tu as toujours voulu te diriger vers le sport au tout début où tu étais journaliste ou tiens, je vais te faire une petite confidence. Mes premiers commentaires de match devaient avoir 12 ans. Ça peut paraître curieux, mais j'avais ce qu'on appelle du football de table. C'était une table de Subutéo. Le Subutéo, c'était un petit. Donc j'avais collé ma feutrine sur un grand contreplaqué. Okay. Et on avait des petits personnages comme ça qu'on faisait bouger. Et en fait, à l'âge de 12 ans, j'enregistrais les multiplex radio. Okay. Parce que je trouvais ça passionnant, la façon dont il racontait le match. Souvent, ça n'avait rien à voir. Je l'ai découvert plus tard que la radio, tu peux te tromper sur un joueur, c'est pas très grave. Quand tu es en télé, tu as moins le droit à l'erreur. Et en fait, je coupais les petits bouts, je collais avec les scotch, je faisais mes propres montages. Je me passais la cassette et je jouais comme ça. Et puis après, j'essayais de commenter moi-même les matchs. Donc c'était mes premiers commentaires. J'avais 12-13 ans en fait. Mais ça, c'était que pour moi. Oui. C'était de l'ordre de l'intime. Il n'y avait pas de spectateurs. Non. Que ceux dans ma tête. Mais il faut avoir un petit grain de folie aussi pour bien commenter, je pense. C'était des commentaires DIY, quoi. C'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. Excellent. Donc du coup, on va vraiment parler de ton parcours de commentateur, même si je pense qu'effectivement, en tant que journaliste aussi, il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc, tu as dit un petit peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, faire une sorte de frise chronologique de ton parcours en tant que commentateur? Alors, la télé, pour moi, au départ, c'était juste des plateaux pour faire l'enchaînement, un peu une sorte de speakerine du sport. Hein. Tu dis, voilà, c'est fini pour les demi-finales du tournoi d'Oumag. Et puis, on se retrouve demain pour la finale. Si ce n'est que pour faire ça, la première fois où je l'ai fait, j'ai dû tremper ma chemise en 45 secondes, j'étais terrorisé, je suis sorti du studio en disant plus jamais ça, je ne veux pas faire ça. Et finalement, j'ai commenté, j'avais fait le compte à un moment, j'en étais il y a quelques années à 3500 matchs commentés. Okay. Majoritairement du foot et du hand. J'ai eu c'était mes deux cibles de prédilection, sans parler des émissions. Mais si on reste sur le commentaire, en fait, j'ai eu la chance de commencer avec des très grands réalisateurs, tout d'abord, qui m'ont guidé, pour faire les interviews, bord terrain en foot, sur de la Ligue 2 avec Eurosport. Et c'est vrai, quand on travaille avec des gens comme Jean-Paul Jaude, qui a fait les grands directs de TF1, ou Jean-Jacques Amsalem, qui a fait par exemple la finale de la Coupe du Monde 98, ils t'apprennent tout de suite à dire mets-toi face à la caméra, suis le mouvement, tourne-toi, fais attention à ci, fais attention à ça. Parce que j'avais aucune base. Moi, j'étais a priori référencé comme un plutôt journaliste compétent en termes d'agence, même ensuite en presse écrite spécialisée au niveau des interviews. Mais ça, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est ces gens-là qui m'ont guidé techniquement, je dirais. Après, les questions, je pense que quand on connaît un peu le sport et qu'on a un peu pratiqué, même si ce n'est pas à très haut niveau, ça aide pour la compréhension du jeu, de l'état d'esprit que le joueur peut avoir et tout. Et j'ai commencé comme ça, et puis jusqu'au moment où on m'a dit, tiens, au lieu d'être journaliste bord terrain, tu vas devenir commentateur. Mais j'avais déjà plus de 10 ans de métier de journaliste, mais pas de commentateur.
Donc la première fois, je ne sais plus ce que c'était comme match, mais forcément un peu de trouille. Ouais, Si c'est ce n'est intimidant. qu'après, si tu as capté, j'ai eu la chance de travailler avec un gars qui s'appelait Hervé Dutus. Hervé Dutus, c'est lui qui avait commenté la finale de Noah en 83 à Roland-Garros Ok. et qui était arrivé en même temps que moi à TV Sport. Et c'est lui qui m'a appris les rudiments de ce métier de commentateur, savoir se taire. Ça, alors là, je parle beaucoup parce que c'est une interview, mais dans le commentaire de match, moi je pense que la première qualité d'un journaliste, c'est de savoir se taire. On pourra en reparler, donner Bien quelques sûr. conseils, mais voilà, il y a des sports qui se prêtent vraiment au silence et malheureusement, il y a plein de journalistes qui l'oublient et qui sont plus une sorte de Faut parler à tout prix. Richard Klederman de l'ascenseur, quoi. Ok. Qui sont une sorte de musicomètre parce qu'il faut remplir l'espace. Non, non, le sport c'est de l'émotion, c'est des bruits, c'est des sons, c'est des choses comme ça. Et donc j'ai commencé à travailler en haut où on devient un peu aussi chef d'orchestre parce que quand on est commentateur du match, on est en lien avec le réalisateur, on est en lien avec la script, on est en lien avec le journaliste terrain, on va lui demander, tiens, on va voir machin, on va voir, etc. Tu peux demander au réalisateur un plan particulier, un ralenti, tu dois gérer ton consultant, ça c'est aussi une autre facette que je découvrais. Mais quand on est à l'écoute des autres, je trouve qu'on apprend assez vite. Donc j'ai eu le sentiment, puisque ça a plutôt pas trop mal marché, parce on m'a confié assez rapidement des gros matchs, que ce soit des Coupes d'Europe. J'ai eu la chance de commenter plus tard l'équipe de France sur TF1. Pas très longtemps, parce que c'était un remplacement de Christian Jean-Pierre pendant une Coupe du Monde de rugby. Mais bon, quand tu te retrouves à commenter le foot, l'équipe de France de foot sur TF1, je dirais pas comme Thierry Roland, maintenant on peut mourir tranquille, mais c'était un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas donné à n'importe qui, c'est à n'importe qui, je sais pas, en tous les cas, ça m'a été offert. Ouais, du coup, en fait, ce que tu me dis, tu as appris et quand même, tu étais très bien entouré dès le début. Ouais, ça c'est. Mais c'est. Alors nous on fait beaucoup avec mon métier d'aujourd'hui, avec Adjad, le groupe Effort. Moi je fais pas mal d'accompagnement en média training. Je m'aperçois que c'est l'accompagnement souvent qui va faire aussi la qualité de la progression que tu peux avoir. Tout à fait. Si tu n'as pas quelqu'un que tu trouves légitime, qui te donne des éléments, qui te dit des choses, tu vas végéter, tu vas faire ton petit coin et tout. Et voilà. Et je pense que l'autocritique n'est pas suffisante. Il faut être content de soi, fier de soi, avoir confiance en soi. Mais je pense quand même qu'il faut savoir entendre des critiques, je dirais négatives, mais constructives. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir les recevoir, parce que si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, tu peux commenter pendant 10 ans au même endroit, et si tu es là, tu resteras là, parce qu'il n'y a personne qui va t'emmener un peu là-haut. Moi, j'ai eu la chance d'être encadré, que ce soit avec Charles Bietri, ou l'un de mes mentors, c'était un ami qui a été une voix du sport français qui s'appelle Thierry Gilardi. On a un peu débuté en télé en même temps. Voilà, lui il m'a toujours dit, et Michel Denisot aussi, quand tu es commentateur, tu racontes une histoire. Il y a de l'accompagnement. L'histoire, c'est pas toi qui l'écris. Hein. Voilà, toi, tu as un scénario que tu découvres au fur et à mesure. Toi, tu n'écris rien du tout. Par contre, c'est comme à un enfant ou à un adulte, c'est de savoir lui faire la lecture, c'est de savoir lire à un enfant une histoire. Si une histoire, tu la racontes de façon monotone, le gamin, il va s'ennuyer. Oui. Pour moi, un commentaire de match, quelle que soit la discipline en plus, il y en a qui sont plus ou moins faciles à commenter, je trouve, ça va être la même histoire. Il va falloir savoir, il va vraiment faire l'effort de raconter. Et raconter, c'est marquer des silences, c'est se taire, c'est écouter. Certains livres pour les enfants, il y a de la musique. Tu sais, quand tu dois tourner les pages, c'est pareil. Tu as la musique des supporters, tu as la musique si tu as un entraîneur qui gueule et tu as envie de l'entendre, si tu parles à ce moment-là, oui, c'est sûr. C'est un peu gênant, quoi. Et tu n'as jamais eu, toi, alors tu as dit beaucoup de choses, je vais essayer de revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Tu as pas mal parlé du fait de savoir garder le silence, se taire. Ouais. C'est quelque chose qui est assez dur pour beaucoup. Moi, je sais que je commente bénévolement des matchs de volley. C'est vrai que des fois... Je suis sûr que tu as l'avantage pour toi de ne pas être formaté. Non, parce que je ne suis pas professionnelle. Mais pour moi, c'est... Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours atypique parce que je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai donné des cours dans des écoles de journalisme. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Moi, ce que j'entends par formaté, c'est qu'ils commandent tous pareil. La majorité, je dirais. Chacun a une personnalité, mais la plupart, quelle que soit la chaîne, ils vont tous commenter pareil. Tu regardes en plus un magazine sur M6, tous les magazines sont formatés, le son est toujours pareil. Le rythme de la voix est toujours pareil. Et au lieu de terminer en bas quand il y a un point, comme tout le monde doit le faire, mais ils sont toujours en haut. C'est comme ça. Tous les magazines sont commentés de la même façon. Et les matchs aujourd'hui, c'est une sorte de ventilateur qui balaye comme ça en permanence.
Je dis pas que je trouve ça insupportable, mais pas loin. Moi, ça me fatigue parce que c'est pas ma conception. Alors, je pense qu'à une époque, peut-être que j'étais trop bavard. Souvent, c'est pour quand tu parles beaucoup, c'est pour remplir l'espace, pour combler les vides, parce que tu as la peur du vide. Donc, tu dis, je vais me mettre du sable et ce sera plus confort. Non, c'est une erreur. Moi, ce qui m'a aidé, je pense, si tant est que j'étais bon commentateur, coucou maman, ma maman avait retrouvé que j'avais été élu meilleur commentateur de foot par Télé Loisirs, les lecteurs, en 2010. Bravo. Coupe du Monde 2010, donc j'étais fier, mais c'est maman qui était surtout fière. J'ai commenté beaucoup de boxe. Ok. Et la boxe, c'est quelque chose de fondamental, c'est le bruit de l'impact. C'est le coup de poing, le gant sur la face, un uppercut au foie ou des choses comme ça. Si tu parles tout le temps, tu l'entends pas. Ouais. Et moi, ce que j'adorais en boxe, c'est que je commentais on va dire les 20 premières secondes, et après tu accompagnes des petites touches et tout, un peu comme un boxeur, des petites jabs, une petite touche de temps en temps, une petite analyse, un petit commentaire et tout, et puis t'attends, et ça déroule, et tu t'aperçois que c'est pas gênant du tout. Ouais. Et c'est là que j'aime bien les commentateurs anglais sur le foot, par exemple, très souvent ils sont tout seuls. Nous, en France, on est parti du principe, et c'est Charles Bietri, entre autres, qui a vraiment implanté ça de façon très, très drastique, c'est un journaliste, un consultant, un bord-terrain. Ça fait beaucoup de monde à l'antenne. Oui. Et quand tu as un seul commentateur, il faut bien qu'il respire, il faut bien qu'il se repose. Et ben j'adore leurs commentaires. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus fluide, c'est pas forcé, il y a des respirations. Énoncer le nom des joueurs, comme beaucoup font, c'est fatigant. Oui, bah, surtout quand il y en a la beaucoup. Télé, c'est pas en braille, quoi. Tu vois, tu vois si c'est Mbappé, tu vois que c'est Mbappé. Tu n'es pas obligé de dire Mbappé. Surtout avec Mbappé, Giroud, Mbappé, Griezmann. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ça. Des fois, des commentaires, on a juste Giroud, Mbappé, Griezmann. En sachant que beaucoup de journalistes font l'erreur de dire Olivier Giroud, Mbappé, Griezmann. Et une fois, ils rajoutent le prénom, une fois, non. Il n'y a pas de logique non plus. Donc moi, ça me fatigue, par exemple. Oui. Voilà, autant se taire, et je trouve que c'est aussi bien de se taire le plus souvent possible. Surtout que c'est vrai qu'avec les réalisations de maintenant, on arrive à voir effectivement, comme tu dis, ce qui se passe. Et le silence, c'est fondamental. Ok, et ben ça c'est un très bon conseil aussi. Savoir se taire. Là c'est l'inverse, hein. Attention, on est sur une interview. Hein. On parle bien quand il s'agit de commenter un match, il faut savoir se taire et parler. Au moment clé, attention, c'est pas tout le temps. Oui. Moi ce qui me fatigue, puisque moi j'aime bien dire du bien des gens, mais je ne vais pas donner de nom, c'est tous les journalistes qui disent pendant au moins 30 secondes, on va vous laisser profiter de l'ambiance et tout. Ferme-la, ils sont déjà dans le couloir. On entend l'écran, sur des matchs de rugby par exemple. Tais-toi, ils sont déjà dans le couloir. Tu n'as pas besoin de dire on va se taire, on va vous laisser profiter de l'ambiance. Si tu te tais, on sait que tu te tais. Et en sortie, tu dis on vous a laissé profiter. Ça me paraît tellement évident. Et moi, c'est vrai que ça m'agace. Je suis un vieux schnock sûrement, peut-être, mais ça m'agace. On n'a pas les mots pour dire ce qu'on ressent. Bah, tais-toi alors, si tu n'as pas les mots. C'est que tu n'es pas à ta place, ou tu te tais. Et ça sera très bien comme commentaire. Est-ce que c'est pas l'expérience aussi qui fait que tu as cette exigence sûrement? Alors attention, c'est comme en media training, c'est très subjectif. Ouais. Chacun toi, ses tu vas écouter toi, tu es volleyeuse, tu vas regarder un match de volley, tu vas adorer un commentateur, moi je vais le détester. Parce que toi, tu vas adorer sa voix, son rythme, ses analogies, ses envolées et tout. Et moi, ça va être tout l'inverse. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Ça reste subjectif. Oui, moi, ce sont mes codes, ce sont mes repères. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs. En tous les cas, moi, c'est quand je regarde un match aujourd'hui. Alors, j'ai une déformation parce que j'en ai tellement commenté que j'ai du mal à me désintéresser du commentateur. Oui. Mais par exemple, moi, je veux être plutôt bienveillant. Voilà, j'ai Alexandre Pasteur qui commente le Tour de France maintenant sur France Télévisions. Quand je suis le Tour ou d'autres courses, ou quand il commente l'athlé ou du ski, je lui envoie régulièrement des messages qui me correspondent parce que je sais que lui est capable de les entendre. Il aime bien avoir un retour extérieur, parce qu'il n'en a pas. À France Télé, personne ne s'occupe de lui. Hein. Il fait son job, si ce n'est de mettre des pots de banane comme dans tous les services des sports. Donc voilà, moi j'aime bien avoir, quand c'est bien, j'aime. Quand c'est pas bien, je préfère ne rien dire. Après, dire des petits ajustements qui me correspondent. Après, il en fait ce qu'il en veut. Mais moi, on a bossé tellement longtemps ensemble, je sais aussi les retours qu'il peut aimer. Mais il faut pas hésiter. Et toi qui veux débuter et faire du commentaire pour des clubs amateurs ou pro, pour moi, ça change rien. J'ai commenté pendant la sortie du Covid, ou peut-être même en partie pendant le Covid, j'ai été commenter des matchs à Vendeuvre, au VNVB,
pour la chaîne Sport en France aussi, Okay, et puis aussi pour Facebook du club, etc. C'était... je mettais la même intensité de préparation que quand j'ai commenté une finale de Coupe du Monde. Enfin, j'ai commenté plusieurs, mais j'ai mis le même temps de préparation. Parce qu'un téléspectateur mérite la même attention qu'il soit un téléspectateur Facebook ou TF1. Oui, c'est sûr. En sachant que celui qui est sur Facebook, attention, il va être beaucoup plus pointu que celui qui est sur TF1 souvent. Bah, c'est Internet. Parce qu'il y a une vraie connaissance du sujet, etc. Et quand tu commentais sur Eurosport, et quand je commentais de temps en temps sur TF1, chaque fois on me demandait, enfin tu le faisais naturellement, d'avoir un commentaire un peu plus large, plus accessible, moins spécialiste. Pour ceux qui... Parce qu'il ne faut pas se tromper, quand tu as des supporters qui écoutent un match, ils sont au courant de tous les potins du club. Alors, potins, vrai ou faux, attention. Hein. Mais ils savent beaucoup de choses. Après, ils ont une lecture, est-ce qu'elle est toujours bonne tactiquement et tout. Bon, après, tu as un problème d'objectivité. C'est pour ça que c'est intéressant et important d'être objectif quand tu commentes. Tu peux être un peu cocardier quand tu commentes une équipe nationale. Oui. Mais alors, quand c'est un club, une chaîne du club, tu as le droit d'être pour ton club. Oui. En respectant l'adversaire, parce que tu peux avoir des gens qui vont te suivre et qui sont plutôt du camp adverse. Bah, c'est même donc plutôt eux qui regardent le live. Il faut réussir à équilibrer un peu. Mais pour être un bon journaliste, il faut quand même un minimum d'objectivité, sinon c'est du commentaire de supporter. Oui. Et c'est plus la même chose, c'est plus du commentaire de sport. Oui, dans ce cas-là, tu vas sur Twitter et tu te lâches et ça revient au même. Exactement. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Plein de choses intéressantes. Mais... Émilie, elle doit s'arracher les cheveux. J'en relève 10 à la seconde, mais tu as parlé du manque de retour que pouvaient avoir des fois les commentateurs. Est-ce que pour toi, tu as eu ça aussi où tu avais un manque de retour? Est-ce que, alors, j'ai pas eu de manque de retour, moi j'ai eu l'inverse. Trop de retour. Pas trop de retour, mais je le remercie encore. C'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Chevitte, qui a été à l'AFP comme Charles Bietri, qui était le bras droit de Charles Bietri à Eurosport. Ça a été l'un des directeurs à une époque. Après, il a suivi Charles Bietri à France Télévisions. Et Frédéric Chevitte avait comme c'était un agencier, quelqu'un qui venait de l'agence, le souci du détail, de la quasi-perfection, parce qu'il faut que ce soit vraiment calé comme du papier à musique. Et pendant toute une période, alors à l'époque, tu n'as pas connu ça, il y avait des magnétoscopes. On récupérait la cassette du match que j'avais commenté le week-end précédent. On s'enfermait dans son bureau, on enclenchait la cassette et on commençait à regarder le match. Et là, je souffrais le martyre. C'était pas des coups de fouet, mais c'était pareil. Ah oui. Il s'arrêtait de temps en temps, ça pouvait être toutes les 10 secondes. Après, c'était 1 minute. Et puis toutes les 10 secondes. Et là, pourquoi tu dis ça? C'est bien ou mal, hein? Et là, pourquoi tu dis ça? Et là, est-ce que c'est le bon moment? Et c'était une torture. Enfin, une torture. C'était, waouh, il fallait accepter quand même de dire. C'est vrai que quand il fait la touche, j'ai peut-être pas besoin de raconter ça. C'est pour ça que ça me fait rire ceux qui s'agitent sur les touches et tout. Mais il se passe rien, c'est une touche et généralement tu perds le ballon en plus au foot. Au volley, il n'y a pas le même souci. Mais et ça me sidérait de faire cet exercice. Et on l'a fait pendant des mois et des mois. Et les premières séances, je lui disais, mais j'arrête de commenter, c'est nul. Il me dit, ah, non. Pour moi, et j'avais confiance dans son œil, dans son analyse. T'es là, si tu veux aller là, pour moi, ça passe par ça, par ce travail-là. Ben, je lui dis, bon coup. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai travaillé avec lui, donc j'avais un vrai retour. Et moi, j'ai essayé de faire ça avec, quand je suis devenu rédacteur en chef d'Eurosport, j'ai essayé de prolonger ce travail-là, mais il faut trouver aussi la bonne personne qui est capable, et c'est pour ça que je parlais d'Alexandre Pasteur. Typiquement, lui était capable de recevoir des choses. Certains, tu peux leur dire, ils s'en foutent, ils croient qu'ils ont raison, bah, tant mieux, je les laisse, il n'y a pas d'obligation. Après, tu as des échecs, il y en a que j'ai essayé de changer un peu sa voix parce qu'il avait un accent trop marqué. Aujourd'hui, il est sur une radio, quand je l'entends à la radio, il ne sait pas respirer, et entre chaque phrase. Et ben non, pour moi, c'est pas bon. Oui. Si tu te reconnais, c'est pas bien. Et oui, c'est toi. Ouais, c'est vrai que après c'est pas toujours évident aussi de. Déjà, moi, je sais que j'ai essayé d'écouter certains de mes matchs pour essayer de m'auto-critiquer. C'est très dur de très dur de s'écouter. Oui. Soit on se trouve, ouais, je suis super belle, ouais, et tout. Et généralement, on n'aime pas sa voix. Ouais. Il y a plein de choses. Donc ça fait partie du job. Il faut l'accepter. Mais ce ne sera pas suffisant. De te regarder toi, ça ne peut pas suffire. Oui, il faut un retour à un moment donné qui est extérieur. Il faut un œil extérieur, mais de quelqu'un qui pour toi, qui connaît en tous les cas, qui pour toi est légitime dans ce qu'il va t'apporter. Si c'est un spécialiste de volley, ça n'a pas d'intérêt.
Si c'est quelqu'un qui est habitué à, voilà, qui a une oreille et qui est capable de te dire, là tu parles trop, là tu peux pas assez, là il faut que tu mettes un peu plus d'intensité, sois un peu plus fun, là tu souris pas, parce que la voix, ça faut sourire, même si on ne voit pas, du sourire dans la voix, ça va participer à la façon de raconter l'histoire. Hein. Donc, mais c'est important de trouver quelqu'un, pour moi, en soutien, un peu comme au volley, toujours un joueur ou une joueuse en soutien. Soutien, très important. J'ai joué au volleyball, j'étais petit, mais j'ai joué. Une autre carrière encore. J'ai fait le championnat de France junior. Ah, quand même. Ouais, j'étais tout petit, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas de libéraux, ça n'existait pas encore. Et on jouait déjà contre les réserves du Racing, du Stade Français ou la Sullion. Et on jouait contre. Moi, j'ai joué contre. Il faisait déjà plus de 2 mètres, Christophe Menot, Olivier Rossard. Okay. On avait le même âge, mais pas le même niveau. Et on prenait claque sur claque. Donc voilà. Mais le soutien, c'est important de trouver quelqu'un qui a l'oreille et l'œil pour te dire les bonnes choses. C'est juste pour dire, ah, c'était bien. Peut-être que c'était bien, mais. Merci, mais bon. Alors, si c'était bien, pourquoi? C'est ce que faisait Frédéric Chevitte quand il regardait les cassettes avec moi. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, je pense que non. C'était son avis. Après, il me disait, tu fais ce que tu veux. Mais bon, je trouve qu'il avait ce qu'il fallait pour que je change des choses. Il avait cette légitimité avec toi. Que je lui accordais. Oui. Donc il me donnait confiance, donc j'y allais. Eh ben, très bien. On parlait aussi de la voix, juste avant. Du fait que quand on s'écoute, on n'aime pas entendre sa voix. Est-ce que tu as quand même quelques conseils pour gérer sa voix quand tu commentes un match Alors, on a tous tendance à partir dans les aigus, donc quand ça chauffe un peu. Moi, je trouve pas ça désagréable, mais il ne faut pas que ce soit caricatural et permanent. Donc ça, c'est la première chose. Après, il faut savoir, quand je dis poser sa voix, dans un match, tu as des temps forts, tu as des temps faibles. Donc toi, quand tu vas commenter, tu dois avoir des temps forts et des temps faibles. Surtout au volley, si tu te spécialises vraiment dans le commentaire du volley, le volley, au bout du service, mais on ne devrait même pas... Éventuellement, préciser le nom s'il y a un doute, parce que selon la réalisation, on ne voit pas forcément. Et si toi, tu es sur site, tu vas pouvoir aider, tu vois. Surtout s'il y a une rotation à ce moment-là, au moment du serveur, et que la réal ne te suit pas. Mais sinon, nous, ce qui nous intéressait, c'est le bruit du ballon. Oui. Un peu moins chez les filles, parce que les services matchés sont quand même moins puissants et tout, mais ça commence à venir. Mais ça va être intéressant, important. Et un cri d'une joueuse qui fait un appel, contre-appel et tout, c'est bien qu'on l'entende aussi, ça. Ok. Donc c'est savoir aussi à quel moment moi je vais rentrer en jeu. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Toi, tu vas participer au jeu, mais c'est comme un bon arbitre. Hein. Finalement, le bon commentateur, c'est celui qui... Alors, sur un match pénible, il va avoir un rôle important, c'est de faire croire que c'est bien et de maintenir l'audience. Donc là, il y a un petit côté, pas bonimenteur, mais bon, allez, moi sur la Ligue 2, je peux te garantir que je n'ai pas commenté tous les meilleurs matchs de la Terre, hein, parce que la Ligue 2, en championnat de France, le lundi soir, c'était pas forcément extraordinaire. Si ce n'est qu'on s'était fait, comme on connaissait vraiment bien, on avait un gros réseau et tout, avec mon consultant, Jean-Luc Haribard par exemple, on a passé 10 ans ensemble à commenter. On avait une telle connaissance qu'on était beaucoup aussi sur les aventures humaines de ces matchs-là, de ces clubs-là, qu'on voyait une fois tous les 36 du mois à l'antenne. Aujourd'hui, ça a tous les matchs de diffusés. À l'époque, il n'y avait qu'un match par semaine de diffusé. Et donc là, on allait vraiment chercher des histoires humaines du président, de l'entraîneur, du capitaine, des choses comme ça. Et le danger, c'est de sortir du match. Tu dois rester sur les moments forts du match, mais en Ligue 2, tu n'avais pas que des moments forts. Donc tu avais quand même des moments de respiration où là, il fallait savoir alimenter un peu les choses, sinon les gens zappent. Hein, et ça, c'est pas terrible. Et du coup, dans ces moments-là, tu conseilles... c'est le moment un peu où tu peux donner, je sais pas, des infos sur le club ou les actus. Est-ce que tu conseilles le problème, c'est toujours faire attention de ne pas sortir du match. Trop de sortir, ouais. Il y a des moments, tu vois, vaut mieux entre 2-7 pour parler sur la mauvaise série et tout, qu'il y a eu ces dernières semaines, il y a eu une remobilisation et tout. Entre 2 points, tu n'as pas vraiment le temps. Il faut vraiment plutôt focus sur le match. Après, tu as des matchs où il ne va pas se passer grand-chose. Si tu n'as pas d'opposition, bon, c'est un peu plus facile. C'est presque une obligation de raconter une histoire. Ouais. Sinon, les gens ne vont pas rester. Même si tu es supporter, il y a un moment, si le match il est plié, et tu sens qu'il n'y a pas d'adversité possible. Mais il faut faire attention de ne pas trop sortir du match pour ne pas emmener les gens sur un autre terrain. C'est toujours C'est là où c'est pas toujours évident, parce qu'en plus, le volley encore, c'est un rythme différent, mais parce que c'est les points qui vont s'accumuler au foot.
Être en train de raconter un but sur foireux peut changer complètement l'histoire du match. Ouais. Tu rates un point, 2 points au volet, c'est pas dramatique généralement. Tu as le temps de te refaire la cerise. Donc, c'est vrai mais il faut quand même être focus sur le match et d'attendre s'il y a une interruption parce que voilà, on passe la serpillière parce que voilà, il y a de la transpiration sur le sol. Si tu as 30 secondes, bah là, ça peut être intéressant de balancer voilà, un petit raisonnement, une petite info sur, sur celle qui vient de se jeter. Ah bah, elle revient de ses ligaments croisés et tout. Voilà, petite analyse qui correspond au moment du match quand même. Ok, donc finalement, un bon commentateur, c'est celui qui raconte des histoires, comme tu disais, mais au bon moment aussi. En fait, moi, ce que j'avais découvert, ça, c'est Charles Bietri qui. En fait, c'est bien d'avoir. J'aime bien avoir des références, finalement, non pas d'anciens, mais de mentors, finalement. Bien sûr. Il nous faisait faire des fiches, mais. Moi, quand je passais des heures. Mais je donnais toujours l'impression de tout improviser. En fait, je travaillais beaucoup en amont, puis j'aime bien travailler tard le soir. Je faisais mes fiches tard le soir, l'après-midi, je recorrigeais des trucs et tout. Et sincèrement, je pense que si je me servais sur le match, par exemple, on va prendre un match de Ligue 2, préparer un match de Ligue 2 à l'époque, il n'y a pas Internet, par exemple. Aujourd'hui, tu tapes le nom d'un joueur, tu ne le connais pas, tu connais toute sa vie. Tu as la photo de sa femme, de son chien, tu as de sa maison, de sa voiture, tu as tout. À l'époque, tu as éventuellement un guide avec le nom du gars, mais tu n'as pas déjà sur la taille et tout, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc tu vas prendre du temps, tu appelles l'entraîneur, tu vas la veille à l'entraînement, si tu manques d'infos, tu essayes d'aller chercher dans la presse locale, enfin bon, c'est vraiment du boulot. Mais je ne sais pas, si je me servais de 10% de mes infos par joueur, c'est le bout du monde. Par contre, il faut avoir le maximum d'infos si, tiens, je parlais de ligament croisé pour une joueuse, tu n'en as pas parlé du tout, si ce n'est que, hop, dernier match, elle se tord la cheville, elle se plie le genou explose. Si tu as l'info qu'il y a 2 ans, elle s'était fait le genou droit, c'est là où tu la sors. Effectivement. Et c'est là le problème, c'est ça que je trouve captivant dans ce métier-là, c'est d'avoir le maximum d'informations, mais de donner le la minimum. bonne. Alors toi, si tu commandes toujours la même équipe, ce sera facile de semaine en semaine, tu vas pouvoir distiller ce qui t'intéresse par rapport à l'évolution du jeu, du statut de la fille au sein du club. Bon, quand c'est le club adverse qui va venir une fois à l'aller et puis il y aura le match retour, là, tu auras envie de balancer les infos, mais il ne faut pas donner une info pour donner une info. Ça n'apportera rien si tu la sors au même moment. En fait, elle va être à contre-courant et ça va faire pchit, en fait. Ouais. Enfin, ça, c'est ma lecture. Hein. Non, mais oui, je suis assez d'accord. C'est ce que je fais en général. Je sais pas si, par exemple, je vois qu'un joueur, je reprends l'exemple du volley, hein, il fait beaucoup de blocs. Bah, c'est vrai que des fois, tu peux sortir à ce moment-là une info sur sa taille, les stats, effectivement. Moi, je n'étais pas de mon temps, même si je commente encore un peu de temps en temps, il n'y avait pas autant de stats et ça m'allait très bien parce que je ne suis pas un fan des stats. Tu peux faire dire un peu ce que tu veux aux chiffres. Déjà que je ne suis pas très bon dans les chiffres, c'est vrai. Mais les stats, tu peux faire vraiment dire ce que tu veux. Les courses à haute intensité, machin. Moi, je préfère que le mec ou la nana soit présente au bon moment. Et c'est là où tu vas pouvoir dire, c'est la référence absolue du championnat. Tiens, les 3 dernières saisons, ça a été la contreuse numéro 1. Ok, voilà. Là, tu la balances, ton info. Ouais. Peut-être d'implantation, tu peux t'en servir. L'atout numéro 1, ce sera la centrale, machin, parce que sur les 3 dernières saisons, c'était le plus de contres réussis. Ok, voilà. Mais c'est vraiment, j'ai les infos, je les donne ou je les donne pas. Ok. Il faut savoir doser. Puis si tu les as pas, tu t'en fous, tu sais que tu les avais. Vaut mieux être vraiment dans l'accompagnement et pas. Oui, parce qu'il y a ce que nous, on sait en tant que commentateur, toutes les infos qu'on a, mais les spectateurs, mais non, mais toi, tu donnes l'info ou pas. Ce qui va les intéresser, c'est le résultat. Si ça apporte vraiment quelque chose sur l'instant présent, tu y vas. Sinon, tu mets ça de côté, tu l'as en réserve. S'il y a besoin, tu sais que tu l'as. Si c'est pas là, ce sera dans 15 jours et puis tout ira bien. Et puis si c'est jamais, ce sera jamais. C'est pas grave, c'est OK. C'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui est récolte d'informations pour préparer tes fiches, tout ça avant les matchs. Est-ce que tu as des petits conseils ou est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu prépares moi, j'étais très sur le côté mémoire visuelle. Donc, le fait d'écrire m'aidait à m'en souvenir. Parce que pendant le match, en fait, en plus, quand tu es dans un stade, tu peux avoir un déficit de lumière très fort par rapport au terrain et tout. Autant dans une salle, un gymnase, il y a moins de décalage, mais les moments où on a même des petites liseuses pour voir nos fiches. Je ne sais pas si tu imagines, donc c'était pas évident.
si tu sais que tu l'as écrit, ça te revient en fait. Et moi, j'aime bien noter des choses. Voilà, j'ai toujours le même principe quand je fais encore des discours, par exemple à la TF1 sur du hand ou sur du foot. Ben voilà, je note. Je sais que si je dois intervenir sur TF1, c'est qu'il y a une rupture de faisceau et que je vais devoir meubler l'antenne. En fait, je ne vais pas raconter toute la vie des joueuses. Ça, c'est vraiment au cas où la rupture se prolonge, où on récupère le signal et que les commentateurs sur place sont plus audibles. Là, je vais devoir commenter, donc il me faut quand même des infos. Mais je sais que je prépare beaucoup trop par rapport à ce dont je vais me servir, ce dont j'aurai besoin. Mais moi, ça m'aide. Après, ce qui est important, c'est de se sentir en confiance. Plus tu as d'infos, mieux c'est. Au moins, s'il se passe un truc, tu as l'info. Oui. Tu t'en sers pas encore une fois, mais au moins ça te sécurise. C'est plus de la sécurité qu'autre chose. Les barrières autour des piscines, c'est pour sécuriser. Hein. Ça se trouve, il ne se passera jamais rien, mais au moins tu sais que tu l'as et tu es tranquille. Ouais. C'est un peu le même principe. C'est vrai que je ne me rendais pas compte à quel point en fait, il y a plein d'infos que j'utilise pas. C'est très bien comme ça. Oui, mais vaut mieux trop en avoir que pas assez. Vaut mieux élaguer. Hein. Tu sais, un arbre, c'est sympa quand si tu as une seule branche à couper de ton arbre, c'est qu'il est moche. Si tu as plein de feuilles et plein de branches, bah, tu vas couper que celles qui dépassent. Bah, les infos, ça va être pareil. Tu en as plein, je vais en donner, tiens, 2, 3. Ok. Je vous donne un peu à manger comme ça. Non, mais c'est ça. Et tu parlais un petit peu d'imprévus qui peut avoir. Au vu de ta longue carrière, est-ce que tu as un souvenir marquant d'un imprévu que tu as pu avoir, une petite galère ou une grosse galère? Alors, il y a des imprévus souriants. Je sais qu'un jour, j'étais sur un match de Coupe de France de football à Boulogne-sur-Mer. Okay. On avait bien déjeuné avec le président de Boulogne-sur-Mer. On est arrivé, on était bien fatigués. C'est les motards qui nous ont ouvert la route, c'est n'importe quoi. On est arrivé avant tout le monde, etc. Puis on avait, logiquement, il y avait une prolongation sur un autre terrain, je sais pas quoi. Puis finalement, au dernier moment, on n'a plus et on avait 45 minutes. On m'a dit, tu veux l'antenne maintenant ou dans 45 minutes? Puis moi, comme j'aimais bien, j'adorais mon métier et tout, je me dis, on est prêt, c'est bon. On a tout improvisé pendant 45 minutes, mais on s'est régalé parce qu'on allait un peu partout et tout. Donc ça, c'est souriant. Je me souviens un jour, je faisais un match, c'était après le titre de France 98, je faisais un match avec France 98 justement, à Bordeaux, dans l'ancien stade, au Parc Lescure, le stade Chaban-Delmas, avec les joueurs de l'équipe de France, dont Zidane. Okay. Et je commence l'interview de Zidane dans le vestiaire, qui était le dernier à sortir. Il avait dû mettre la chaussette gauche d'abord, ou la droite, je ne sais plus ce que c'est avec sa boisson. Et puis on est dans ce qu'on appelait le paddock. Et après, tu avais un long tunnel qui fait une centaine de mètres pour arriver au stade, pour arriver au terrain. Et ça, on n'avait pas répété, parce qu'on devait faire l'interview dans ce qu'on appelait le paddock. Et après, on devait arrêter l'interview. Puis je suis avec Zidane. Je lui dis, ça me saoule, il est champion du monde, puis on se connaît bien et tout. Puis il commence à accélérer. Puis moi, je continue de le suivre. C'était un micro HF. Hein. Parce que je commentais, en fait, là, je faisais bord terrain et je commentais en même temps. Okay. Mais je commentais du bord du terrain, parce que c'était un truc pour l'association de Lisa Razou sur les océans, etc. Donc, moi, j'étais avec Obispo, mais on était tous en bas à commenter. Okay. Puis Zizou, il a commencé à accélérer. Puis moi, au lieu d'arrêter l'interview, je me suis dit, je vais continuer, je vais trottiner avec lui. Et ça passait, en fait. On a fait toute l'interview comme ça en courant. Il pensait que j'allais m'arrêter et tout. Il était mort de rire. Donc ça, c'était sympa. Et puis une partie plus triste, un jour, c'était... moi, je parlais de Thierry Girardi tout à l'heure. Moi, j'étais à l'antenne quand Thierry est décédé. Okay. Ça a fait une sorte de traînée de poudre dans la tribune de presse. Moi, je commentais un match entre l'équipe de France à prime, qui était coaché par Raymond Domenech et je crois que c'était le Mali qui était en face. C'était au stade Charletti à Paris. Et j'étais avec Luis Fernandez. On commentait tous les deux le match sur Eurosport et donc on apprend l'info. Bon, humainement, c'était dur parce que moi, ça faisait quelques années qu'on était potes, on travaillait ensemble, on avait fait plein de trucs sympas ensemble et tout. Mais là, après, tu as le devoir de journaliste aussi. Oui. Donc moi, à un moment, c'est Luis Fernandez qui a assuré tout seul le commentaire. J'ai appelé mon PDG de l'époque qui s'appelle Laurent-Éric Lelay, qui était le fils du PDG de TF1, Patrick Lelay. Je fais quoi? J'annonce, tout le monde en parle. Bah attends, vérifier avec la famille et tout. Il m'a rappelé, il m'a dit vas-y, tu peux annoncer. Tu vois, je suis encore un peu ému. Tu annonces la mort d'un pote à l'antenne. Compliqué. Louis, bah, il le connaissait super bien aussi, bien évidemment. Il a été très bon parce qu'il a aussi humainement, il a assuré. Voilà. On n'a pas pleuré, mais il y avait une émotion forte, quoi, tu vois. Et là, tu es dans l'impro la plus totale.
Oui. Bon, je me suis même un peu embrouillé avec Domenech parce qu'il ne voulait pas répondre à une question sur Gilardi plutôt que sur le match dont on se foutait éperdument. On s'est un peu embrouillé, tu m'as allumé et tout. Non, je t'ai défendu alors que tu as été nul, tu vois. Et le lendemain, le soir, il a eu le DVD du truc. Et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, tu avais raison, en fait, tu m'as couvert, on m'a mal raconté l'histoire et tout. Voilà, ça c'est un imprévu. Pareil, j'ai fait une émission spéciale parce que Laurent Fignon, qui était là, un ancien consultant d'Eurosport avec qui j'étais bien pote aussi, est décédé d'un cancer après un Tour de France. J'ai été direct en plateau avec le spécialiste du vélo, il en a fait une émission où là, tu es à la fois sur de l'affect, mais tu es journaliste, donc tu dois prendre de la hauteur, tu dois faire attention. Et c'est pour ça que quand je donne des cours à des journalistes, je lui dis attention à votre téléphone portable, vous recevez une mauvaise nouvelle, est-ce que vous êtes capable de la supporter avant de prendre l'antenne ? Un décès, ça peut attendre un quart d'heure, peut-être. C'est un duplex à faire. Arrête de regarder ton téléphone. Donne-toi une. Après, c'est la routine de chacun. Donne-toi un temps de concentration. Même toi, quand tu vas commenter. Oh merde. Je me fais larguer. Non, mais tu vas le supporter comment ? Toi, ils s'en foutent, les gens qui vont regarder le match et que tu sois fait larguer. Donc, est-ce que tu vas être capable de sourire ? Tu as un décès dans la famille, tu vas être capable de sourire ? Il y a un côté un peu, pas maso d'y aller, mais... Donc il faut se prémunir au maximum. Ouais, il faut être capable de... Il faut se blinder au niveau des infos. Si psychologiquement tu sais qu'il y a un petit risque, toi, c'est un peu chaud, tendu à la maison ou je sais pas quoi, une demi-heure avant ton téléphone, tu le mets de côté, et après tu fais ton boulot, et puis après tu reviens. Il n'y a pas d'urgence non plus. Oui. Donc voilà, ce côté émotion, faut savoir le canaliser. Quand c'est joyeux, c'est pas très compliqué. Oui. Ouais, quand j'ai commenté la finale de la Coupe du Monde 98, tu peux te dire, moi c'était des potes que j'avais connus en galère 5 ans plus tôt face à la Bulgarie. Quand ils sont champions du monde, j'étais plus ému que mes deux consultants de l'époque, qui étaient Manuel Moros et Berdan Genghini, deux anciens internationaux réputés, etc. Mais moi, c'était des copains que je commentais. Donc là, tu commentes ça, t'es un peu dans le bordel. Donc la gestion en fait des émotions, au final, c'est un truc assez important. C'est clé. Si tu bégayes dès que tu prends l'antenne et tout, c'est que tu n'as pas bien géré ton stress. Tu peux avoir toutes les infos du monde. Si tu ne sais pas raconter l'histoire, encore une fois, c'est comme un bon chef de... Tu cuisines un peu ? Pas tu trop. Fais les crêpes, tu es bretonne, tu fais les crêpes. Au moins les crêpes, ça. Si moi, tu me donnes les mêmes ingrédients, exactement les mêmes ingrédients qu'un chef étoilé, il y a de fortes à parier que le chef étoilé fasse une meilleure recette. Si on lui donne une fiche avec toutes les infos, moi une fiche avec toutes les infos, il y a fort à parier que je sois meilleur dans la façon de raconter le match. Pourtant, on aura les mêmes ingrédients, on aura les mêmes infos. Donc comme quoi, c'est bien aussi une question de gestion, il y a savoir-faire, gestion de l'émotion, de savoir respirer, de prendre son temps, parce qu'on n'est pas pressé non plus, il ne faut pas courir, tout en mettant du rythme. Donc il y a toujours un équilibre à trouver. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas quelque chose de stable. Ça doit bouger comme ça. Là. Ton commentaire, hop, et puis hop. Ça suit aussi le rythme, comme tu disais tout à l'heure. Si le match est très très chiant, c'est à toi, ça va être un peu forcé. Mais voilà, ça fait partie du genre. Exactement. Il faut aussi savoir forcer un petit peu. Tu as parlé de respiration. Est-ce que la gestion, on a parlé de la gestion de la voix, la gestion de la respiration, c'est aussi quelque chose. C'est lié, c'est la même. Bon, c'est la célèbre colonne d'air, pour ça que c'est plus facile logiquement d'être debout pour t'exprimer que assis où ça coupe tes respirations, ta voix est peut-être un peu moins bien placée. Mais ça va être la même chose. Quand tu es stressé, tu as la bouche qui va s'assécher, donc quand tu es au commentaire, toujours avoir une bouteille d'eau à côté, parce qu'un match, ça peut être long. Et si tu as un petit chat qui passe par le gosier, c'est bien d'avoir ta bouteille d'eau pour le chasser. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Et en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que voilà, c'est de garantir et tout. Moi, ça m'arrive de commenter quand tu as mal à la gorge. C'est affreux parce que tu prends des bonbons au miel tout le match. C'est insupportable. Il faut espérer que ça ne s'entende pas au micro. Ça m'est arrivé aussi de m'ordonner le poste parce que j'avais des difficultés un peu plus bas et heureusement il y avait ce qu'il fallait juste derrière. Mais ça t'as pas le choix. Puis le gars à l'antenne, celui qui regarde le match, ça peut le faire rire si tu arrives à raconter l'histoire encore une fois. Puis tu vas passer toute la soirée dessus. Mais bon, pas simple. Et toute la gestion comme ça du sourire pour être avenant. Si tu tires la tronche au moment où tu prends l'antenne, parce que tu es stressé, tu renvoies quoi ? La personne, elle va dire « Oh, il tire la gueule ». Bah oui.
Puis la personne est là pour passer un bon moment. Ouais, mais toi, tu vas dire, mais je suis stressé et tout. Bah, fais autre chose, ma cocotte. Non, mais tu vois, c'est aussi ça le problème, c'est que même si c'est pas ton métier, faut que tu aies le sourire d'entrée. Après, si le match est triste, tu auras le droit de moduler. Mais tu proposes un spectacle. Au départ, tu vas vendre un spectacle. Tu vends une histoire, sans savoir comment elle va s'écrire, puisque c'est du direct. Tu sais pas ce qu'il va y avoir. Mais les enjeux du match et tout, donc là, tu peux en faire, non pas des tonnes, mais voilà, être un peu plus dans le côté théâtral. Et puis après, tu vas t'adapter au rythme du match. Mais au départ, il faut ce côté souriant, mettre de la pêche tout de suite, parce que les gens, tiens, ça se trouve, ça va être leur seule respiration de la semaine. Ils ont bossé comme des acharnés toute la semaine. Et puis le week-end, il y a leur fille qui joue dans l'équipe, ils veulent la voir, ils n'ont pas pu venir au match. Ils ont envie une bonne respiration d'1h30, 2 heures. Ça, il faut que tu les aides à respirer. Ok. Et pour toi, un bon commentateur, est-ce que c'est pas aussi peut-être celui qui va réussir à garder les spectateurs, même quand le match il est chiant? Si. Alors, l'avantage du volley, c'est que tu as toujours quand même des points, alors, même s'il n'y a pas de rivalité, tu as des points qui vont être spectaculaires, ou alors sauf si vraiment tu as une catastrophe en réception et que tu alignes les points comme ça, mais tu as quand même plus de chances de t'amuser qu'un match de foot pourri. Ouais. Schématiquement, c'est un peu ça. Après, garder de l'énergie. Donc ça veut dire que si tu as un match en 5-7, si tu as tout donné pendant les 2 premiers sets, un peu comme les joueurs ou les joueuses, je suis à faune ou je suis je sais pas quoi, j'ai plus d'infos parce que j'ai tout balancé. Alors ok, tu as un match qui va être tendu et tout, donc c'est celui qui va te sauver, mais il faut tenir le rythme aussi. Il faut garder l'énergie. S'il y a un creux, effectivement, à la fin du 4e, ça commence à être moyen, etc., etc. Il y a un match, ça peut vite basculer. On le voit sur les matchs du Grand Chelem au tennis, quand c'est en 5-7. Tu as l'impression que le match il est plié, puis à 5-3 ça bascule, tu perds le 3e, et puis après c'est l'avalanche. Enfin voilà, il y a une dramaturgie qui peut s'installer. Pour toi ça va être pareil, mais il faut garder quand même effectivement à l'esprit que si c'est pas passionnant, toi il faut que tu gardes du dynamisme. Et moins t'en diras, plus tu seras punchy, plus tu as des chances de garder l'audience captive. D'où l'intérêt de parler, mais pas trop, et de garder le silence. Ah bah oui. Puis c'est important d'entendre le bruit du ballon. Le bruit d'un coach qui va râler, le bruit d'une joueuse ou d'un joueur, etc. Puis, l'impact des ballons aujourd'hui, c'est en plus les salles ne sont pas forcément ultra garnies. Donc s'il y a 2-3 micros d'ambiance, généralement tu entends quand même bien quand ça claque et tout. Donc je trouve que ça c'est intéressant à entendre. Alors j'ai 2 questions, mais une je la poserai à la fin parce que ça peut servir d'ouverture. On a parlé un petit peu de tout ce qui est raconter une histoire. Est-ce que tu as un commentateur que tu trouves assez fort dans la partie storytelling? Parce que des fois, ça peut... Enfin, on pense un peu à toutes ces phrases de commentateurs qui sont devenues un peu iconiques, comme on parlait tout à l'heure de la fameuse phrase. Thierry Roland, oui. Bon, c'est Thierry Gilardi, ça reste... Même si, par exemple, quand il commente en 2006 Zizou, non, pas maintenant, je suis en train de commenter à côté de lui, pour Eurosport. Lui, il commande pour Canal, moi je commande pour Eurosport. Donc je le vis pas, et moi je raconte à ma façon. Je sais même plus comment je l'ai raconté à ma façon. Mais je sais que moi j'avais parlé beaucoup d'arbitrage vidéo, parce que j'avais vu le 4e arbitre qui venait regarder sur un écran, machin et tout. Et finalement j'avais senti que ça allait devenir problématique, cet arbitrage vidéo, et que ça allait impacter beaucoup de choses par la suite. Mais je sais plus ce que j'ai raconté sur ce moment-là. Donc, mais pour moi, Thierry, quand j'étais téléspectateur, m'embarquait parce que j'adorais sa voix, que j'adorais la personne. Alors, je n'étais pas très objectif à ce niveau-là. Par contre, je trouvais qu'il savait s'enflammer, il savait se taire, il savait raconter une histoire. Et on a souvent parlé ensemble de côté, on est là pour raconter une histoire. Et lui avait fait de la radio aussi, donc il y avait ce côté un peu théâtral quand il était à Radio France, etc. Après, il avait basculé dans le monde du rugby, il est revenu aux commentaires à Canal et après TF1. Voilà, pour moi, oui. Pour moi, c'était la référence. Ouais. Il y en a un que je trouve très fort aussi pour raconter des histoires. C'est un commentateur anglais, Alex Jack, qui commente la Formule 1. Je connais le point. Et c'est lui qui a un peu toutes les phrases iconiques de la Formule 1 en anglais. Après tu vois les edits sur TikTok, tout ça. Voilà, il y en a qui vont trouver leur petite formule, monter volume, et on se retrouve après le premier virage. Voilà. Bon, ça, c'est des petits... Je trouve ça sympa, ça donne, c'est une petite signature. Ouais, un petit rituel. Aujourd'hui, on lit beaucoup moins le journal papier. Avant, quand on lisait l'équipe, déjà c'était un grand format, et on regardait tout de suite qui avait écrit le papier. Aujourd'hui, tu regardes pas, tu lis en numérique, tu regardes même pas la signature en fait. Et je trouve que dans le commentaire, finalement, on est sur la même dérive.
on est sur quelque chose d'un peu mécanique, un peu presque numérique. La signature vocale, elle existe un petit peu moins, je trouve. Donc voilà, c'est une façon de se démarquer, voilà, mais il y a plusieurs commentaires, non, pas plus que ça. C'est déjà, on a déjà donné pas mal d'exemples. Hein. Et maintenant, je voudrais aborder un dernier sujet avec toi. Yes. On parle du coup de diffusion live jusqu'à présent. Enfin, présent, ça commence quand même un petit peu à dater, mais le foot ou même le sport en général, c'était diffusé qu'à la télé. Aujourd'hui, avec l'ère de Twitch, tout ça, la diffusion live, elle est en train aussi d'évoluer. Est-ce que pour toi, le métier de commentateur, il va évoluer, les codes vont changer un petit peu parce que quand on commente pour Twitch, il y a le chat par exemple, donc on interagit un peu plus avec les spectateurs déjà. Je pense que c'est pas le même commentaire. Pas le même Tout commentaire. simplement parce que on s'adresse à une audience très particulière. Quand tu commentes, moi ça m'est arrivé pour TF1, tu fais plus de 15 millions de téléspectateurs par exemple à la fin du match. Tu commentes pas pour 15 millions de fans. Oui. Toi sur Twitch, l'audience elle va pas être variable en fait, elle va être à peu près continue. Donc c'est toujours pour la même cible de personnes. Quand tu commences sur une chaîne publique comme ça, gratuite, tu as une audience beaucoup plus large et tu dois pouvoir intéresser un grand-père, une grand-mère, un enfant de 8 ans, la fameuse ménagère, etc. Captiver tout le monde parce que ça rassemble. Là, sur des chaînes comme ça, on est plus sur du... Je ne dis pas que c'est clivant, mais c'est vraiment une niche. Donc, on n'est pas du tout sur la même problématique, me semble-t-il. Donc, les infos ne seront pas forcément les mêmes non plus. Et puis, il y a l'interaction avec les chats et tout, même si chaque canal commence aussi à le faire un peu, de temps en temps, à réagir à quelques... Voilà, c'est encore un autre métier. Moi, la dérive que je redoute, c'est que ça devienne un peu trop café du commerce. Et c'est pas trop... Il y a certaines stations de radio que j'écoute pas trop parce que... pour moi, je ne suis pas fan de... Café du commerce, c'est pas mon truc. Donc, chacun sa place. Que ce soit un influenceur, par exemple, qui commente des matchs de foot, comme ça s'est fait ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Sur une chaîne dédiée moi, c'est pas... J'ai pas envie de payer pour ça. Ouais. Voilà, c'est pas... Je trouve que chacun a sa place, chacun son métier. Tu es influenceur, tu restes sur les réseaux sociaux. Tu fais... Enfin, c'est pas lui qui est en cause, tu vois, mais c'est le choix éditorial qui ne me correspond pas. J'ai pas envie de payer un abonnement pour écouter un influenceur, qui connaît peut-être très bien. Mais moi, je veux entendre un joueur connu qui, avec son histoire, quand il va dire quelque chose, même si ça n'a rien de révolutionnaire, il sait de quoi il parle parce qu'il a joué aussi à ce niveau-là. Oui. Donc, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Bien sûr que le fait de jouer ou d'avoir joué, ça aide quand même dans l'analyse. Moi, je me souviens, quand j'étais en presse écrite, il y avait un certain Michel Platini, qui est connu quand même, ce garçon. Il paraît. Et quand il était sélectionneur de l'équipe de France, on était 3 à avoir l'autorisation. Il y avait un gars de l'AFP, un gars de l'ACP, donc moi et un gars du journal de l'équipe. Sur des sujets un peu bateaux, on avait le droit de le citer sans l'appeler. Okay. Ça le saoulait. Il disait, tu sais très bien ce que je pense. Je dis, et tu rajoutais des guillemets, tu mettais dit Michel Platini. Ça change la vie. Pourtant, il n'y avait rien de révolutionnaire, mais c'est comme les journaux à la télé en province. Ça va être vrai, ils l'ont dit à la télé. Bon, parce que c'est passé à la télé que c'était forcément vrai. Généralement, oui, parce que c'est vérifié et tout. Mais là, quand c'est l'équipe de France, un groupe difficile, fermez les guillemets, dit Michel Platini, soit moi qui le dise, c'est Platini qui le dit, ça donne du relief. Donc voilà, ça m'a toujours fait rire d'avoir cette... un peu maquillé, mais moi, ce qui m'avait plu, c'est d'avoir la confiance de Michel Platini qui m'autorise à faire ça. Là, c'est toujours agréable. Bah oui, c'est clair. Pas désagréable. C'est une bonne forme de reconnaissance aussi. On est d'accord. Pour finir, question un petit peu plus générale, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait devenir commentateur ou commentatrice, parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes commentatrices, que ce soit sur comment intégrer le milieu, des astuces plus pour bien commenter. On t'en a déjà donné pas mal, mais si t'en as d'autres. Ouais, non, il y a 2-3 mots que je n'ai pas cités. Motivation, passion, détermination. Ok. Alors ça ne fait pas des qualités de commentateur ou de commentatrice, mais ça te donne une base pour y aller. Et quand tu parlais de Twitch, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Moi, quand j'ai commencé ce métier de journaliste sportif, je voulais être journaliste sportif écrit. Parce qu'il y avait 2 chaînes de télé, moi, à l'époque. Oui. Moi, je suis né en 64. Quand je regarde les premiers matchs, premier souvenir de finale, c'est 74, j'ai 10 ans. C'est en Allemagne, RFA contre les Pays-Bas. Il y a
une chaîne de télé ou 2 chaînes de télé. Donc tu as 1 ou 2 commentateurs de foot. Oui. Allez, on va dire qu'il y en a 2 par chaîne parce qu'ils font binôme, mais il n'y avait pas de consultant à l'époque. C'était 2 journalistes qui commentaient ensemble. Okay. Tu ne te dis pas, je vais faire ça. Aujourd'hui, avec Twitch, avec tous ces supports-là, tu peux ne pas avoir de formation et tout à fait correspondre à ce canal de diffusion. C'est ça aussi qui est intéressant, qui est sympa pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que demain, tu vas commenter sur TF1. Oui, non, mais tu vois, le chemin, voilà, non, mais le chemin, il va être un peu différent. À l'époque, quand j'étais rédacteur en chef d'Eurosport, tu m'appelais, tu me disais, tu ne connaîtrais pas quelqu'un. Si, attends, je vais appeler. Tu appelais le directeur des sports de tel journal ou telle radio, etc. Tu avais moins de demandes. Tu pouvais facilement, je dirais, orienter quelqu'un pour trouver un stage, pour trouver du boulot et tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein d'écoles de journalisme. Ouais. Il y a plein d'écoles de communication où il y a un petit peu tout, c'est un peu fourre-tout, c'est de la com, mais c'est aussi journalisme, il y a un peu de tout. Événementiel, tu mets tout ce que tu veux dedans. Ouais. Où on demande de faire des podcasts, machin et tout. Donc ça, je veux dire, le spectre, il est beaucoup plus large. L'audience, elle est peut-être plus faible, mais peu importe, ça ouvre beaucoup de place, ça offre beaucoup de place à plein de gens. Après, pour monter, pour reprendre le cursus un peu plus classique et tout, et puis ça marche plus comme avant où tu appelles et voilà, honnêtement, il y a tellement de gens, mais c'est un peu comme du préfabriqué. Hein. C'est pour ça que les commentateurs souvent aujourd'hui sont linéaires. Avant, moi je me souviens, quand j'ai raté le premier, entre guillemets, j'ai raté le premier casting. Et c'est Balbir, moi j'étais finalement finaliste pour intégrer Canal, alors que je n'avais rien demandé. Hein. C'est Bietri qui m'avait dit, tiens, viens faire un casting. Oh, j'étais au courant de rien et tout. Avec un test en anglais avec Pierre Sled, il y avait Gilardi qui m'a fait faire un test aussi, tu vois. Oh, le baptême du feu. Et en fait, je m'étais retrouvé, sans avoir jamais fait ça, demi-finaliste, ils avaient pris Denis Balbir, qui a commenté longtemps sur Canal, M6, machin et tout, qui n'était pas du tout mon style de commentaire, parce que je trouve que justement, il parlait trop. Voilà, c'était pas... Alors qu'il y a des gens qui l'adoraient, attention, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, il y avait très peu de place. Aujourd'hui, si tu veux commenter, fais-toi plaisir. Mm-hmm. Après, je pense qu'il y a des deals à monter avec les clubs, notamment les clubs amateurs qui ont besoin de partenaires, de sponsors. Plus ils vont être visibles, mieux ce sera. Donc après, c'est juste régler la logistique. Voilà. Mais maintenant, il y a plein de dispositifs qui permettent de filmer à bas coût. Et un partenaire va être content de savoir que c'est diffusé là et tout. Et plus l'audience va monter, plus le partenaire va être intéressé par remettre un peu plus d'argent. Donc, mais je pense que si tu es motivé, déterminé, peut-être que tu ne feras pas demain, ou même sur la chaîne L'Équipe qui fait beaucoup de volets ou des choses comme ça. Mais après, qui sait, il suffit que quelqu'un t'entende et que ça tape dans l'oreille. Il suffit aussi qu'un dirigeant d'une chaîne voilà, qui a les droits qui correspondent à ce que tu veux faire, et elle, j'aime bien. Et si dans 3 mois il saute, il a beau bien t'aimer, il ne servira plus à rien. Donc il y a aussi ce concours de circonstances qui va faire que, quand on revient au début, tu vois, des gens référents, des gens un peu mentors et tout, voilà, faut avoir aussi la chance de gens qui peuvent t'ouvrir des portes. Voilà ce que je pourrais te dire. Okay. Mais motivation, détermination, passion. Okay. Donc il ne faut pas compter ses heures. Et là, ça fait 2 heures qu'on parle, on doit être épuisé. Ouais. Mais beaucoup de passion, effectivement. Oui, malgré mon grand âge, je reste passionné. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai essayé de le livrer avec mon cœur. Tant mieux, c'est ce qu'il fallait, donc parfait. Et merci pour tous ces bons conseils. Voilà. Après, il faut savoir les suivre. Bon courage à toi, merci beaucoup en tous les cas. Merci. Voilà, c'était pour une première interview avec toi, je me suis régalé.